Bienvenue, chers participants. Nous allons démarrer notre dernière conférence, notre dernière contribution à cette conférence avec Charles Eisenstein. Avant de l'introduire, je voudrais expliquer la structure dans laquelle ça va se produire. Alors, Charles se trouve au nord-est des États-Unis d'Amérique. Il ne pouvait pas venir. Et donc, nous allons structurer cette contribution de façon à ce que Charles va démarrer par un apport et après un moment, il va terminer sa première partie et ensuite nous ouvrirons pour des questions du public. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poster vos questions. Les questions vont m'arriver à moi et je vais les poser à Charles. Et à partir de ces questions, Charles va créer la deuxième partie de sa conférence. Et de cette façon, ce sera une nouvelle tentative de créer une conférence interactive à distance. Donc c'est comme ça que nous allons procéder. Et ça va durer à peu près 45 minutes avant que nous allions vers la clôture de la conférence. Donc j'aimerais introduire et souhaiter la bienvenue à Charles. Alors, on ne l'entend pas. Merci d'être... Il se situe dans le vraiment nord-est des États-Unis d'Amérique et vous êtes connu dans le mouvement environnemental. En fait, vous êtes même très connu dans le mouvement environnemental. Vous êtes décrit comme l'une des personnes les plus influentes. Vous vous êtes engagé dans vos études avec la philosophie et les mathématiques à l'université de Yale. Et après cela, vous êtes rentré dans la question de l'écologie, de l'environnement et de notre relation à la Terre, à la nature, mais également à l'économie. Et donc vous avez écrit différents livres qui résonnent beaucoup. Par exemple, le dernier, c'était une nouvelle histoire du climat, mais il y en a aussi eu sur l'économie sacrée, qui est un de vos travaux. Et aussi dans l'introduction, je voudrais vous demander si vous pouviez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce titre, La Terre vivante. Oui, alors merci Johannes. Donc je crois que je ne suis pas le seul qui pense que la solution à notre crise climatique, à notre crise écologique, n'est pas... il ne s'agit pas d'être juste un petit peu plus intelligent et il ne faut pas traiter la Terre comme un objet d'ingénierie. Hein, on traite la Terre comme une source de matière première et on lui redonne nos déchets. Et même si nous ajoutons à nos calculs de coûts et de bénéfices, si on ajoute par exemple la fixation de carbone, ou si on fait des meilleures mathématiques et des calculs de profit et de perte, ça ne suffira pas. En fait, on voit des preuves de ça. Et les politiques qui sont mises en œuvre à partir des considérations sur le carbone font en fait plus de mal que de bien. Par exemple, il y a de nombreuses usines en Allemagne ou en Angleterre qui brûlent des pellets de bois. Donc, ils brûlent du bois déchiqueté qui viennent de forêts qui sont coupées, peut-être en Roumanie, autour de la mer Baltique. Et donc ça, c'est le sort de choses qui arrivent lorsque nous voyons la Terre comme une sorte de machine, en fait. Donc, la transition que nous souhaitons considère vraiment la relation fondamentale de l'humanité avec la Terre, la façon dont nous voyons la Terre et dont nous nous comprenons nous-mêmes en tant qu'êtres humains sur Terre. Et donc la façon dont nous répondons à la question « Pourquoi sommes-nous ici ? Quel est le rôle de l'humanité ?» Il y a une ou deux générations avant nous, la réponse était évidente.
ou paraissaient évidentes. Nous sommes là pour être les maîtres de la création. Nous sommes là pour transcender toutes les limitations naturelles. Et nous allons imprimer l'intelligence humaine sur un monde qui n'a pas d'intelligence, parce que c'est juste des protons, des neutrons, des électrons. C'est juste de la matière première, des blocs de construction. Et cette attitude de posséder la nature n'était pas problématique à l'époque. Et si à l'époque, les jeunes de cette époque pouvaient tout à fait la participation dans ce projet de domination et de conquête, on sentait de l'ambition là-dedans, de l'énergie, du sens. Hein. Parce que notre vie prend du sens à partir du mythe culturel dans lequel nous vivons, et cela a changé aujourd'hui. Nous sommes dans la transition vers un nouveau mythe, et nous comprenons que la Terre est vivante et que notre rôle est de contribuer à la vie de la Terre, d'être des serviteurs de la vie et de la beauté sur Terre. Et localement, bon, ça c'est pas complètement nouveau, hein. Les cultures indigènes, partout dans le monde, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui, ont cette compréhension. Ils savent que les êtres humains ne sont pas les seuls êtres sur la Terre et que, en fait, tout sur Terre est vivant. Le monde lui-même est un être vivant. L'eau, le sol, tous les animaux, toutes les plantes, même le vent, le soleil, les nuages, la Terre elle-même. Tout est un être vivant. Ils sont conscients et même sacrés. Et donc, nous avons de la chance dans notre propre tradition des visionnaires qui ont apporté ce message. En fait, hein, depuis le passé, mais aussi depuis le futur, que nous ne sommes pas tout seuls sur cette terre. Et Rudolf Steiner en est un exemple. Et l'agriculture biodynamique qu'il a fondée se base sur ces idées. Donc, il comprend la terre comme un être vivant, le sol comme un être vivant, pas juste un mélange de produits chimiques, d'éléments. Et les pratiques qui émanent de cela, parce qu'il commence par une compréhension de la Terre comme un être vivant. Et donc, il contribue également, par cette compréhension, à la vie de la Terre. On enrichit le sol au lieu de le dépérir. Et donc ça, c'est un pas qu'il faut faire. Si nous souhaitons avoir un avenir où la Terre reste vivante, continue d'être vivante. Notre histoire humaine est très puissante. La façon dont nous attachons des symboles à la réalité est vraiment puissante. Cela change la réalité. Si nous avons une histoire, un récit, une mythologie qui dit que la Terre est morte, et ça c'est la mythologie actuelle, qui dit la Terre est morte, si nous avons cela, alors nous créerons le monde à cette image. Nous allons créer un monde mort. Nous allons tuer le monde. Et on peut envisager ce futur, on peut le voir. C'est un futur nous pouvons envisager cette possibilité d'un monde mort, hein, avec les fermes hydroponiques ou les grandes... bon, toutes les cultures qui poussent dans des sols morts. Nous pouvons voir cet avenir où la nature est morte et où l'humanité persiste quelque part.
Ça, c'est ce qui est en train de se produire si nous continuons de voir le monde comme un mécanisme. Et si nous renions cette intuition que c'est un organisme. Et un organisme n'est pas un mécanisme. Donc, pour revenir au changement climatique, cela fait émerger différentes priorités. Dans la vue mécanique, la priorité première est de réduire le carbone dans l'atmosphère. Mais si on prend la Terre comme un être vivant, nous comprenons que la santé du climat et la santé du sol et la santé des océans, des baleines, des loups, des castors, chaque animal, chaque plante, nous comprenons qu'ils sont tous reliés. Et donc, mais si on continue de tuer les organes d'un être vivant, d'un organisme, si nous continuons de couper les forêts, si nous continuons de balancer des insecticides sur la Terre pour combattre les parasites, si on continue de mettre des produits toxiques partout dans l'environnement, de détruire les habitats, de tuer les mangroves, si on continue de nuire aux organes de cet organisme, et bien cet organisme, il dépérit. Beaucoup de ce qui est reproché aux gaz à effet de serre et en fait vient de la destruction des écosystèmes. C'est comme si vous commenciez à faire du mal à vos organes. Peut-être vous aurez une fièvre. On appelle ça le changement climatique, réchauffement global. Mais c'est peut-être pas juste une fièvre. Peut-être qu'il y a la fièvre qui monte, qui descend, ensuite il y a mais il y a un dérangement qui est là. Il y a des fluctuations déséquilibrées. Quelquefois, je dis, vous savez, je suis plus effrayé par le refroidissement global. J'ai peur d'un âge glaciaire, parce que quand le mouvement environnemental met tous ses œufs dans un même panier et dit nous devons protéger les écosystèmes à cause du réchauffement climatique, alors qu'est-ce qui se passe si le réchauffement climatique se réduit? Mais si on comprend que cette précieuse Terre est reliée et interconnectée et vivante et qu'elle a une physiologie, alors chaque endroit particulier doit être protégé. Et en fait, bon, alors je vais parler de l'agriculture un petit peu parce que ce à quoi l'agriculteur ressemble quand nous ferons cette transition, ce que nous extrayons du sol doit ensuite guérir le sol. Comprendre que parce que nous ne sommes pas séparés de la terre, alors ce que nous faisons au sol doit automatiquement lui revenir. Aujourd'hui, nous avons une agriculture moderne industrielle qui produit beaucoup de calories, beaucoup de macronutriments, beaucoup de toutes ces choses qu'on peut mesurer. Et cela paraît superficiellement que ce système est un succès. Mais à l'échelle des gens, l'appauvrissement des sols, l'appauvrissement de la biodiversité du sol, la simplification écologique, parce que nous ne sommes pas séparés, cela correspond à un appauvrissement de notre société, de nos âmes, et un appauvrissement de nos corps. Et on dit, bon, peut-être qu'il nous faut un supplément alimentaire et encore un autre. Et ce divertissement,
et ce médicament pour compenser cette perte. Mais on ne compensera jamais cette perte de relation avec la vie du sol, avec l'eau, etc. C'est ça la restauration, c'est de retrouver une relation. Beaucoup de pratiques de la biodynamie sont incompréhensibles à l'esprit scientifique qui pense en termes d'ingrédients chimiques et en termes d'analyse. Hein, tout ce qui essaie de comprendre les parties. La biodynamie fait seulement sens si on prend la globalité, le système entier. Peut-être je dis encore une chose avant que nous allions dans nos questions. Hein, si on reparle de l'agriculture, en fait, on parle de civilisation, de technologie, d'industrie, de patriarchie. Tout cela a commencé avec l'agriculture. Donc c'est cohérent que le retournement de toute cette histoire, ou la transcendance de toute cette histoire, commence aussi par l'agriculture. Peut-être la chose la plus importante qu'on peut faire aujourd'hui, c'est intéressant parce que dans ma jeunesse, dans la jeunesse de mon père, les paysans étaient la profession la plus basse. C'était une insulte d'appeler quelqu'un un paysan, un cutéreux. Tous les synonymes de paysan étaient des insultes. Et le but des gens qui vivaient à la campagne voulaient avoir leurs enfants qui allaient à l'école, à l'université, qui deviennent des avocats, des ingénieurs, qui puissent voilà, avoir un professeur, un consultant. Cette hiérarchie sociale où le plus bas est celui qui a les mains dans la terre et le plus haut est celui qui est complètement dissocié de la matérialité de la terre. Donc on peut voir que de plus en plus de jeunes gens aujourd'hui veulent retourner à la terre. On peut voir le changement, que ce changement est profond. C'est un changement c'est une nouvelle ère par rapport à la précédente qui revient à des millénaires. Parce que maintenant les jeunes retournent à la terre. Et ça, ce qui amène un nouveau but à l'humanité, qui est de servir la vie. Et c'est là qu'on trouve le sens pour les jeunes. Hein, et si on se relie à ce sens, si on se relie à cet objectif global de soigner, de prendre soin de la Terre, hein, pourquoi on est là? Oui, je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Bon, c'est peut-être abstrait, tout ça. Et donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions pour ramener ça à des choses plus concrètes, ou voilà, prenez la direction que vous avez. Merci beaucoup pour cette image très dense, hein, et peut-être de nous avoir décrit ce qui se passe. Je voudrais vous inviter et stimuler le public, les participants, à vraiment poser les questions à Charles, afin que nous pouvons les amener dans cet échange. Et peut-être je peux commencer avec une question évidente qui ressort peut-être du dernier point que vous avez partagé avec nous. Vous avez dit que tout a commencé par l'agriculture dans la civilisation et aujourd'hui nous venons à un climax quelque part et tout doit repartir de l'agriculture. Mais donc en fait ça fait reposer un poids énorme sur les épaules des paysans. Donc ma première question serait: quelle serait votre question clé
pour les biodynamistes qui vous regardent, à partir de ce contexte, et aussi à tous les jeunes qui sont engagés avec ce sujet. C'est pas vraiment que j'ai de questions, hein. Je voudrais juste leur rappeler quelque chose qu'ils connaissent déjà dans le fond de leur cœur, c'est que ce travail est important et plein de sens. Parce que peut-être parfois il y a une petite voix qui dit «Ah, tous ces grands problèmes dans le monde, ces grandes crises, moi dans mon petit jardin, dans ma petite ferme, qu'est-ce que ça va faire?» Mais à un niveau plus profond, vous comprenez que c'est important. Et donc je voudrais dire que cette terre a vraiment souffert de beaucoup d'abus. Donc bon, je vais juste dire, je vais parler comme si la terre était vraiment un être vivant. Et comment est-ce qu'elle se sentirait dans sa situation, après avoir été tant abusée, avoir subi tant d'ingratitude? Mais chaque fois que quelqu'un la respecte, la nourrit, la considère comme sacrée, elle se dit, ah, peut-être qu'on m'aime, peut-être qu'il y a de l'espoir, peut-être je ne vais pas abandonner. Donc même si on a l'impression de faire quelque chose d'insignifiant, chaque axe, chaque action, chaque service, chaque humble service au sol, à la vie, pour apporter de la vie, c'est une sorte de prière qui aide la terre à rester vivante. Et donc on agit à partir d'un récit qui considère le vivant. Sinon l'agriculture biodynamique serait complètement ridicule. Le fait que vous le fassiez signifie qu'à un certain niveau, vous voyez la terre comme un être vivant. Sinon, vous seriez incapable de le faire. Vous ne feriez pas la bouse de corne et tous ces trucs-là. Cela n'a que du sens si on considère la terre comme un être vivant. Donc je n'ai pas de questions aux biodynamistes. J'ai juste de la gratitude que vous continuez à faire ce travail dans cette société qui dit que c'est de la fantaisie. Il y a deux questions qui sont venues des participants. Pour commencer, il y a la question de comment est-ce qu'on amène toutes ces intuitions dans les endroits où sont prises les décisions, dans les cercles politiques. Oui. Alors, une façon de faire, c'est qu'on a des conférences comme celle-là, par exemple, où on se rappelle les uns les autres qu'on n'est pas complètement fous, qu'on a une forte énergie collective. Vous connaissez la phrase en anglais? Bon, on fait on prêche la chorale. En fait, on parle... on prêche des convaincus, c'est ça en fait. Hein. Mais non, il faut aller prêcher ceux qui ne sont pas des croyants dans la rue pour les convertir. Mais en fait, c'est aussi important de prêcher dans sa propre paroisse quelque part, parce que ensuite on fait vraiment de la belle musique ensemble. Et ça, cela attire ceux qui sont à l'extérieur et qui se demandent, et qui ne croient plus vraiment en ce qu'ils font. Peut-être que les paysans conventionnels voient leur terre dépérir et sont déprimés et voient le sol mourir et excusez-moi. Donc, la conversation que nous aurions si on avait une rencontre physique, hein,
ce que nous cultivons ensemble, cela nous permet de parler à ceux qui se questionnent. Et une, alors, il y a certains qui vont avoir leurs mains dans la terre tout le temps, et d'autres vont raconter les histoires, cette histoire, ce récit. Donc, la première étape n'est pas toujours d'aller voir des gens de pouvoir et les convaincre qu'ils ont tort et qu'ils doivent changer de politique. Même si vous faites cela, ils vous diront « Ah, je suis désolé, c'est possible que vous leur... Mais ils diront, ouais, mais je suis juste une simple personne et le système est très difficile à changer. Et il y a le marché international financier qui punit les pays qui mettent des barrières douanières, etc. Donc ça commence pas du haut, en fait. Le haut, les hautes sphères sont importantes, bien sûr, que des gens que certaines personnes puissent parler à les gens de pouvoir, mais c'est surtout pas la seule chose importante à faire. Changer le climat culturel est important. Nourrir de nouvelles conversations, de nouveaux dialogues, donner aux gens l'expérience de manger une alimentation locale qui a une vitalité exceptionnelle, ça c'est important. Toutes les personnes qui ont goûté de l'alimentation biodynamique et qui est en relation avec le paysan, ils vont commencer à devenir des résistants au prochain traité de régulation de l'Union européenne, peut-être. Donc, bon, il n'y a pas de réponse rapide et facile pour ça. J'ai pas de plan magique qui va changer les politiques publiques. Ouais, voilà. Donc il y a de nombreuses questions qui nous arrivent. Il y en a une, vous avez dit, en parlant de l'agriculture, que les jeunes se demandent comment est-ce qu'ils peuvent retourner à la terre si la terre est en possession de très peu de gens, en fait, si elle n'est pas accessible. Vous savez, je suis plus familier avec mon pays où l'âge moyen d'un agriculteur est quelque chose comme peut-être 67 ans. L'âge moyen, hein, ça veut dire que peut-être il y en a encore la moitié qui sont plus âgés. Et vous savez, de nombreux d'entre eux se demandent mais qu'est-ce que je vais faire avec ma terre? Mes enfants vont à la ville et donc en fait il y a plein de dans notre pays il y a une organisation qui s'appelle comment elle s'appelle déjà? Je me rappelle plus le nom de cet organisme, mais ils trouvent des terres qui sont en possession des églises, de gens qui n'en font rien en fait. Et ils négocient pour installer des paysans. En fait, chez nous, bon, il y a beaucoup de terres disponibles. Donc, je peux donner des conseils pratiques sur comment la trouver, mais lorsque vous avez un désir authentique et une disponibilité, alors vous allez trouver les possibilités et c'est la Terre qui va vous appeler. Parce que la Terre fait partie de cet être vivant et donc elle va s'accorder à votre intention, à votre désir de servir. Et elle va arranger des synchronicités qui vont peut-être pas comme vous l'imaginez. Peut-être que vous n'aurez pas tout de suite le titre légal, mais il y aura des possibilités qui vont s'ouvrir, que vous ayez le titre de propriété ou pas. Vous aurez un chemin de confiance, et peut-être que vous serez un serviteur pour quelques saisons, peut-être
quelque chose se produira et que vous allez rester sur cette terre, il faut se rendre disponible. Donc on ne peut pas poser toutes les questions, mais il y en a une que je voudrais utiliser comme un pont pour aller vers votre clôture. C'est une question qui est reliée à ce dont nous avons parlé les jours précédents, particulièrement hier dans notre plénum. Il y avait cette compréhension, ce désir de gens qui veulent retourner à la terre et quitter la ville, etc. Mais également de protester contre la crise climatique. Mais ça, c'est aussi une question de privilège. Et il y a beaucoup de gens sur cette terre qui essayent de quitter la terre pour différentes raisons et se rendent à la ville. Donc on a entendu des histoires dont l'un des intervenants, dont les grands-parents se battaient pour aller à la ville, pour quitter les conditions dramatiques de la campagne. Donc ça, c'est une autre facette. Est-ce que vous pourriez aller dans la partie suivante avec cette question combinée avec, vous avez une connexion forte avec la Chine aussi, où il y a aussi une perspective différente? Ok. Bon, ouais, hein, c'est un privilège de vouloir retourner à la Terre. Tous les pauvres, ils peuvent pas faire ça. Il faut qu'ils aillent en ville où il y a des opportunités économiques. Bon. Est-ce que ça, c'est une loi de l'univers? Nous devons nous poser la question, pourquoi est-ce que les opportunités économiques sont en ville? Pourquoi est-ce que les campagnes sont de plus en plus pauvres? Et une grande partie du problème, c'est que l'économie globale, et particulièrement ce système mort, appauvrit, et notamment les accords commerciaux, qui est de l'impérialisme et du colonialisme, ils rendent l'agriculture de subsistance impossible. Donc c'est pas que ces gens ont un désir profond de quitter la campagne ils sont forcés et parfois vraiment de force de quitter la terre lorsque des terres communales sont converties par des sociétés privées. Par exemple, la fondation Bill Gates fait la promotion de ce genre la clarification des titres de propriété de la terre. Ce que ça veut dire, c'est que les terres communales deviennent des propriétés privées. Ou alors des programmes agricoles qui font la promotion des OGM, des pesticides de l'agriculture intensive, qui donnent le droit aux paysans d'acheter les graines, et ensuite les paysans sont endettés, etc. Et toutes ces variétés qui ont été dans les familles pendant des générations. Bon, et après, peut-être les parents se suicident et les enfants vont en ville. Alors, si on parle de privilège, il faut en fait parler d'un système qui extrait la richesse du tiers-monde et qui l'amène dans l'Ouest. C'est le même système qui rend l'agriculture paysanne non viable et qui désorganise. Bon, il y a d'autres raisons, hein, au-delà de l'économie. Il y a la propagande, toute la propagation d'un état d'esprit qui dit que la terre, que les paysans sont des arriérés et que l'évolution de l'humanité et le progrès signifie que vous quittez la campagne et que vous construisez une réalité dans un monde d'abstraction et d'argent. Donc, on peut voir jusqu'où la radicalité doit aller. Il faut tout remettre en cause. Radical veut dire aller à la racine. C'est quoi la dernière chose que vous m'avez demandé de répondre? C'était la relation à la Chine.
votre relation à la Chine. Bon, et ce sont les mêmes forces qui sont à l'œuvre là-bas. Lorsqu'on remplace l'agriculture traditionnelle avec une agriculture mécanisée, industrielle, on n'a plus besoin de tous ces paysans. Et cette migration des agriculteurs s'est produite en Occident depuis le XVIIe siècle. Mais ça s'est produit dans le monde entier. Donc il y a un intérêt systémique d'avoir des produits moins chers et qui fait que les gens sont... Bon, en Chine, il y avait 80% de paysans et aujourd'hui c'est 40%. Bon, c'est toujours beaucoup, hein. Aux États-Unis c'est 1%. Et je pense qu'il faut inverser cela pour vraiment prendre soin de la terre. On a besoin on ne peut pas juste la traiter comme une page blanche industrielle où on applique des processus standards pour créer des produits standards. Ça, c'est l'agriculture industrielle. Là, on ne peut pas comprendre le vivant de cette manière. Mais si on comprend cela, alors on parle de relations et donc pour prendre soin de la terre, pour faire une agriculture consciente, il faut le relocaliser, il faut qu'il y ait plus de mains qui s'en occupent, donc il faut qu'il y ait du travail en fait, hein. Plus de travail, plus de travailleurs. Et donc l'attitude technologiste, dans cette attitude-là, plus de travailleurs, c'est mauvais. Dans l'état d'esprit de la révolution industrielle, le travail est mal. Il faut travailler moins. Il faut remplacer par des machines qui font le travail à notre place. Et ça change. Pourquoi devrions-nous penser que le travail agricole est mal, est mauvais? Cela peut être, sur certaines fermes, ça peut être très ennuyeux, mais sur une ferme à petite échelle, sur une ferme diversifiée, mon frère est agriculteur, donc je sais de quoi je parle. Alors bon, le travail qui casse le dos dans l'agriculture industrielle, c'est une chose. Mais donc si on pouvait passer de 1 à 10%, qui est ce que c'était dans les années 50, ou 20%, ou peut-être au moins 50% de gens qui ont un jardin, est-ce que ça serait un retour en arrière? Est-ce que la vie serait pire si les gens vivaient plus avec le sol et avec les plantes? Non, la vie serait meilleure. Donc une partie de tout ça, c'est de transformer ces présupposés. Bon, ça devient un peu abstrait, mais nos notions de ce qu'on voit comme des privilèges, de ce qui crée de la valeur, c'est ça qu'il faut changer. La vie des privilégiés de notre société, où on commande tout ce dont on a besoin en ligne et que tout ça nous est livré et on considérait ça comme une vie privilégiée. Est-ce que c'est ça le bonheur? Est-ce que c'est ça l'authenticité? Est-ce que c'est ça l'accomplissement? Est-ce que c'est ça la joie? Non, pas du tout. Merci. Donc on a encore quelques minutes, 5 minutes peut-être. Si j'entends entre les lignes de ce que vous avez dit, est-ce que d'une certaine manière, il y a ceux qui racontent les histoires et il y a ceux qui les écrivent. Et ceux qui écrivent les histoires, ça peut être les paysans, ou les nouveaux paysans, pour le dire comme ça.
Et cela se rapproche d'une question dont vous avez déjà parlé un petit peu. Quels sont les points, les leviers en tant que personne qui peut écrire une histoire? Où est-ce qu'on peut démarrer? Je ne suis pas exactement sûr de ce que vous voulez dire, mais bon, j'ai quelques pensées encore peut-être à partager. Pour raconter une histoire où l'agriculture est importante, je pense que la question climatique peut faire partie de cela. Parce que si on regarde vraiment, même si on regarde juste les taux de carbone, la seule façon de vraiment prendre le carbone dans l'atmosphère, de réduire le taux de carbone, c'est avec l'agriculture régénérative, de ramener le carbone dans le sol. Donc, même depuis la vue réductionniste du carbone, du changement climatique, mais à partir, donc en fait, à partir des deux visions, l'agriculture est un levier important. Bon, peut-être dans la vie écosystémique, la chose la plus importante, c'est de préserver le vivant, de préserver les écosystèmes. Ça serait la chose la plus importante depuis le point de vue euh, de la Terre vivante. Et tant que les écosystèmes sont vivants, il y a de l'espoir. Mais aussi, au moins aussi important, il s'agit de restaurer tous les organes qui ont été endommagés. Donc peut-être un certain d'entre vous savent combien de carbone, si vous allez à l'Institut Rodal, Rodale Institute, qui a fait des mesures de la séquestration du carbone dans le sol. Et si on convertit la moitié de l'agriculture mondiale à l'agriculture de régénération, eh ben, donc si on redonne un côté sacré à l'agriculture, si on pratique cela, ou si on raconte cette histoire, ce récit, c'est possible, ça c'est un service important à notre monde. Et donc on peut amener ça dans les discussions politiques, utiliser ces chiffres aussi. Et je pense que lorsque nous faisons cela, nous devons reconnaître que ce changement ne vient pas de l'approche comptable. Nous devons parler à cette dimension humaine chez nos collègues, que ce soit les décideurs politiques, ou des gens dans l'économie ou les jeunes qui veulent être paysans. Nous devons parler à cette dimension du cœur parce que nous voulons tous la même chose en fait. Et nous savons que nous sommes là pour servir la vie. Et ensuite, l'approche quantitative, elle peut aider à convaincre les sceptiques. Mais c'est pas vraiment ça qui persuade les gens, en fait. La persuasion, elle se passe à un niveau plus profond. Donc, bon, je pense que tout le monde sait ce dont je parle là. En fait, je n'ai rien dit de nouveau, hein. Vous savez tout ça. C'est Je pense que c'est très beau ce que vous avez dit, cette note finale aussi dont nous avons parlé hier, cette vie des sentiments, qui est la relation à l'autre dans la respiration. Peut-être ça peut être aussi une note finale, hein, que nous sommes là pour servir le vivant. Et cette compréhension, à partir de ce que vous nous avez amené, hein, de voir l'agriculture comme le début du changement,
C'était le début de la civilisation et ça sera aussi le début du changement. Ça, c'est une indication puissante, hein, une indication forte. Donc ouais, je, je voudrais vous remercier beaucoup pour cette contribution. Merci, Johannes, c'était un honneur de vous parler. Et donc, vous êtes bien sûr tout à fait bienvenu pour visiter le Goetheanum dans les prochains temps. Merci.